BFM Business, BFM Patrimoine, l'œil du stratège. L'œil ce matin de Stanislas de Baillancourt. Bonjour Stanislas. Bonjour. Pour Sycomore AM, merci d'être avec nous en plateau. De nombreux indices, que ce soit le Dow Jones, le CAC 40, ont repris largement du terrain depuis leur plus bas de l'année. C'était il n'y a pas si longtemps pourtant, c'était en octobre. Une vingtaine de pourcents en gros. Et quand on regarde les définitions, s'il en fallait, ça nous donne un bull market. Vous l'assurez, vous l'assumez, ce passage en bull market ou pas? Non, pas du tout. Je pense qu'en fait, on a... alors, on peut dire que c'est un bull market. On peut aussi dire que c'est un rallye dans un marché baissier, si on veut voir le verre à moitié vide. On avait probablement exagéré un petit peu dans la baisse en septembre-octobre. Il y avait beaucoup de positions vendeuses, notamment des fonds spéculatifs systématiques, donc qui sont des fonds quantitatifs, qui se sont corrigés. Donc ça, ils ont neutralisé une partie de ces positions en les rachetant, donc ça a participé à la hausse. On a eu de bonnes publications de résultats de la part des entreprises au troisième trimestre qui étaient globalement plutôt rassurantes, en particulier en Europe, là où il y avait plus de craintes. C'est d'ailleurs pour ça que les marchés européens ont beaucoup plus rebondi que les marchés américains. Si on regardait le S&P, il n'a même pas retrouvé son point haut du mois d'août, le S&P 500 aux États-Unis, ce qui est tout à fait différent du CAC 40 ou de l'Eurostoxx 50 en Europe. Et ensuite, après ces publications, on a eu mi-novembre des chiffres d'inflation aux États-Unis qui ont été un petit peu en deçà des attentes et qui ont accrédité la thèse du fait qu'on est passé le pic de l'inflation aux États-Unis, ce qui n'est pas tout à fait le cas en Europe, et que du coup les banques centrales pourraient commencer à ralentir le rythme des hausses de taux. Et comme vous savez qu'on a un marché qui est biberonné depuis une dizaine d'années finalement à la liquidité monétaire et à l'aide des banques centrales, le fait de pouvoir envisager qu'on arrive petit à petit vers un ralentissement ou en gros une politique monétaire qui ne soit pas trop restrictive, a permis de libérer sur la deuxième partie du mois de novembre une deuxième jambe une poursuite de ce rebond assez forte. Bref, on a des indices qui sont finalement plutôt assez appréciables au vu de l'actualité macroéconomique, et on va revenir là-dessus. Et puis il y a un phénomène marquant, c'est que si les grandes valeurs fonctionnent bien, même si ce sont plus certaines grandes valeurs que toutes les grandes valeurs, il y en a, en l'occurrence, on peut dire toutes, ce sont les small, les mid and small, qui elles sont à la cave, massacrées. Qu'est-ce qui explique qu'il y ait un tel décalage entre les grandes valeurs et les petites valeurs? Tout d'abord, elles sont toujours plus sensibles, certes, parce qu'il y a moins de liquidité. Mais les résultats ont été bons aussi. Les résultats ont été bons aussi. Quand il y a des craintes de récession, elles sont davantage touchées. Et ça me rappelle énormément le phénomène qu'on avait eu il y a une dizaine d'années, fin 2011, où déjà les small caps avaient été tout à fait massacrées. Elles avaient moins rebondi 2009-2010 et elles avaient été massacrées en 2011. On est un peu dans la même situation aujourd'hui, où on a déjà peu de flux, voire des flux sortants de la part des investisseurs sur les small et mid caps. C'est vrai aux États-Unis, mais c'est encore plus vrai en Europe. On a eu plutôt des retraits de capitaux en termes d'investissement. Et donc, on a eu une très forte compression des multiples de valorisation, alors qu'en face de ça, on a globalement plutôt une bonne publication sur la profitabilité. On pense aussi qu'elles seront beaucoup plus impactées, parce qu'elles sont plus locales, les small et mid cap européennes, par la crise de l'énergie qui est quand même très eurocentrique. Là où une grande entreprise a une partie de son activité aux États-Unis, où on n'a pas du tout la même crise de l'énergie, les prix du gaz n'ont rien à voir aujourd'hui aux États-Unis ou en Europe, la globalisation de ces très grandes entreprises les protège de phénomènes locaux qui potentiellement pourraient venir en risque. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on joue un petit peu, notamment les médias parlent énormément des risques pour cet hiver. Je dirais que le scénario médian, c'est plutôt qu'il n'y ait quasiment pas de coupure d'électricité. Après, évidemment, aucun investisseur ne maîtrise la météo entre le 1er janvier et la fin du mois de février. Donc c'est pour ça que les small caps ont été très impactés. Elles redémarrent toujours plus tard. Mais est-ce qu'il y a aussi une question de liquidité ? Est-ce que finalement les investisseurs dans ces marchés un peu incertains, ils veulent pouvoir bouger rapidement et c'est plus simple de jouer des paniers sur les grosses valeurs que sur les investisseurs les valeurs moins liquides ou les investisseurs un peu rapides, ce qu'on appelle la fast money, ont tendance à bouger sur des grandes entreprises où ils peuvent rapidement rentrer et rapidement ressortir. Après, si on regarde depuis un mois et demi, c'est-à-dire depuis le début du rebond, les small et mid cap ont quand même très bien rebondi parce que les résultats ont quand même prouvé les choses. Il y a quand même des capitaux, il y a des opérations de fusion-acquisition, c'est-à-dire quand c'est vraiment peu cher, il peut y avoir des achats, il peut y avoir des retraits et vers le privé, notamment provenant de fonds de private equity qui ont levé énormément de capitaux dans les années précédentes. Et on voit une énorme distorsion de valorisation entre les small et mid cap dans les marchés cotés
et sur les marchés non cotés à l'opposé. Alors évidemment, c'est complexe. C'est pas si simple de retirer mais... la prise de la cote. Néanmoins, quand on atteint un certain différentiel de valorisation, on peut avoir un phénomène de rattrapage. Donc c'est déjà arrivé. On était dans la même situation fin 2011. Et le rebond se fait toujours avec un petit peu de retard et plus progressif. Et probablement, enfin, il y a d'abord l'aspect de la confiance des investisseurs et des retours des flux d'investissement vers les small et mid cap. Donc ça, c'est un petit peu le cas, mais c'est encore très faible aujourd'hui. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il faudra avoir quand même stabilisé la situation sur la problématique énergétique en Europe, ou au moins donner une visibilité assez forte pour les années à venir, pour qu'on se dise, OK, le setup aujourd'hui pour les sociétés de services et encore plus pour les sociétés industrielles européennes de petite ou de moyenne taille, il est suffisamment robuste et crédible pour les années à venir pour qu'on puisse redéployer des investissements dessus. Et ça va nécessairement prendre plusieurs mois. Il y a des thèmes macro aussi qui dominent notre actualité financière et les questions d'inflation, de banque centrale sont au cœur des préoccupations de marché. On sait que la semaine prochaine, on a et la Fed et la Banque centrale européenne, donc ça va être très intéressant d'essayer de se pencher là-dessus. Commençons d'abord peut-être par la Fed qui avait dégainé la première, qui est plus en avance et qui commence à réfléchir à la suite. Est-ce que vous pensez que les chiffres de l'emploi de novembre, qui sont tombés vendredi dernier, sont de nature à plomber un peu les volontés de la Fed ou pas? Je pense qu'en fait, la Fed, aujourd'hui, est de plus en plus rassurée sur la capacité de l'inflation, notamment provenant des matières premières, etc., à se courber naturellement dans les mois à venir. Et c'est ce que nous disent les courbes d'anticipation d'inflation, etc. Et donc, le deuxième sujet de la Fed aujourd'hui, qui était une grosse source d'inflation aux États-Unis, c'est globalement la pénurie de main-d'œuvre et la très forte inflation salariale des dernières années. Là-dessus, les chiffres récents sont assez hétérogènes. Globalement, on sent que ça ralentit. On a aussi des effets d'annonce dans les méga caps de la tech qui commencent aussi à couper un petit peu ou à moins recruter. Et donc, ça, je pense que le premier trimestre 2023 sera encore plus marqué dans ce sens-là. Mais c'est pas encore massif. Il y a encore des pénuries dans certains secteurs, dans certains domaines, dans certaines régions. Donc, sur l'emploi, c'est quand même, on est en train de faire pivoter un super tanker. Donc, ça prend un peu de temps. Il y a de l'inertie. Ça bouge pas partout pareil dans toutes les régions et tous les secteurs, etc. Donc ça donne pas finalement ni un blanc-seing à la Fed pour dire voilà, il faut continuer à resserrer très fort parce qu'on a encore un sujet de pénurie d'emploi, les entreprises recrutent trop ou sont obligées de payer trop cher. Et inversement, on n'est pas non plus dans une situation où tout est en train de se régler. Voilà, donc ça va prendre un petit peu de temps, mais le fait que la première partie du volet sur l'inflation et notamment les questions de matières premières, etc., se tasse un petit peu, finalement donne un peu plus de marge de manœuvre et de temps à la Fed pour laisser la partie salariale de l'inflation se résorber plus naturellement d'elle-même au cours des mois à venir. Et pour la BCE, c'est même raisonnement, enfin, j'ai envie de dire, ou la situation est... Non, la BCE, c'est plus compliqué. Pourquoi est-ce que c'est plus compliqué? Alors, c'est plus compliqué parce que déjà... Elle est en retard? Elle est en retard. 2, elle a un risque de ralentissement économique plus fort et par ailleurs plus exogène, en fonction de la météo, etc. Donc, par définition, une chose qu'elle ne maîtrise pas. Elle a un impact social où finalement l'inflation aux États-Unis, ils sont un peu plus habitués à avoir une économie volatile. C'est moins le cas en Europe et on voit que socialement, cela crée une souffrance. Et donc une pression politique forte sur la BCE de la part à la fois des gouvernants et des populations. Et donc de ce point de vue-là, elle est obligée de régler le problème d'inflation, mais qui finalement est assez peu, enfin n'est pas qu'un problème monétaire, qui est aussi un problème de prix d'approvisionnement, de coût des matières premières, etc., qui est en train de se mettre dans le système. Et la difficulté aujourd'hui, c'est que ça se transmet partout, y compris dans les services, et bien sûr dans l'inflation cœur, qui est très élevée. Donc ça, c'est la première partie du problème. Et la deuxième partie en face, c'est le ralentissement. Et pour la première fois, on arrive dans une situation de ralentissement avec une banque centrale qui va continuer à resserrer. Et donc, elle va être obligée la semaine prochaine d'avoir un discours quand même relativement agressif pour regagner de la crédibilité dans sa capacité à juguler les problèmes monétaires. Probablement, le thème du quantitative easing sera largement évoqué. Et c'est vrai qu'il a commencé depuis quelques mois aux États-Unis avec 95 milliards de dollars de retrait par mois. La BCE va être obligée d'en parler, notamment parce que la courbe des taux s'est inversée, ce qui lui plaît pas forcément. Et je pense qu'il voudrait une courbe légèrement plus pontifiée. Donc ce thème va revenir et probablement va créer de la volatilité après la conférence de presse de la BCE la semaine prochaine. Donc elle est un peu en train de marcher sur les deux côtés où le ralentissement arrive. Il y a un gros inconnu, la problématique énergétique et la météo. Et donc c'est un chemin qui est assez difficile pour la BCE. Ça veut dire que finalement tout va encore dépendre de cette inflation ? De ce chiffre d'inflation, vous anticipez quoi? Comment vous voyez les choses évoluer? À quel rythme vous pensez qu'elle peut refluer?
Et si ce rythme on va probablement avoir n'est pas au rendez-vous, qu'est-ce qui se passe? On va probablement avoir un schéma différent de celui des États-Unis. Déjà parce qu'il y a énormément de phénomènes d'amortisseurs en Europe. Juste avant qu'on commence cette intervention, on voyait Bruno Le Maire qui ce matin remettait pour les PME des mesures en place. Nous tous, en tant que consommateurs en France, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays d'Europe, mais on ressent moins, en tout cas pour le moment sur l'électricité par exemple. Oui, non, mais les chiffres le disent, on a 6% d'inflation, là il y en a 12 en Europe. Quoi. Enfin. On n'a pas de recette magique, on délaye une partie. Donc mécaniquement, ça va quand même arriver et impacter simplement plus tard. Donc on fait plutôt un phénomène de lissage pour que les gens s'habituent, pour que des hausses de salaire puissent se faire entre-temps, et que du coup ça soit moins violent en perte de pouvoir d'achat pour les consommateurs. Donc c'est une manière de rendre le choc moins brutal. Néanmoins, le choc sous-jacent, il est quand même là, et il devra s'inquiéter. Donc les chiffres d'inflation auront moins un phénomène de reflux, ou en tout cas beaucoup moins rapide qu'aux États-Unis. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et par ailleurs, comme elle s'est transmise dans les services, donc dans les activités qui ne sont pas directement liées au prix des matières premières, aujourd'hui, on a une inflation beaucoup plus large dans la zone euro. Donc je pense que, certes, le recul des prix du pétrole, etc., est un élément plus positif. Le fort recul des prix du fret pour tout ce qui est importé des pays, notamment d'Asie, est un autre point positif. Par contre, on a à l'opposé, une inflation qui est tellement à base large aujourd'hui et qui s'est tellement répandue dans l'économie qu'elle va mettre plus de temps que ça à redescendre. Voilà donc pour ces questions d'inflation. Il y a aussi une autre problématique qui intéresse ou qui interpellait beaucoup les marchés, c'était la Chine, avec cette politique zéro Covid qui bloquait un petit peu toutes les choses, les voyages, les ouvertures d'usines, enfin bref. Et là, on a l'impression que voilà, on a pris le pli et qu'on va pouvoir se confiner chez soi. On pourrait parler de retournement un peu subi de la part du gouvernement. Sous la pression populaire, enfin c'est ce qu'on comprend vu d'ici, parce que ça soit aussi bien pour le Covid ou pour les chiffres de croissance économique en Chine, on n'en a qu'une lecture forcément un peu biaisée et imparfaite, en tout cas beaucoup moins transparente que la situation aux États-Unis ou en Europe qui donne beaucoup plus, enfin il y a une transparence de l'information qui est beaucoup plus forte. Néanmoins, ce qu'on peut comprendre, c'est que un peu devant le fait accompli des expositions des cas et dans l'incapacité ou finalement le ras-le-bol des populations sur la politique qui est en place depuis 2 ans et demi maintenant, il y a une sorte d'ouverture de fait. Après, il va falloir voir dans les semaines et les mois à venir comment ça se gère d'un point de vue sanitaire, parce qu'il faut les infrastructures, la capacité à soigner, etc., qui va en phase de cette nouvelle politique. Et là, on commence tout juste à rentrer dedans. Donc, on va voir les impacts. À court terme, c'est évidemment plutôt positif pour l'économie, parce qu'il faut aussi voir que toutes les nouvelles d'un point de vue économique pointent quand même vers un ralentissement assez significatif en Chine, avec toujours en toile de fond cette problématique du secteur de l'immobilier, avec des faillites en série, etc., et un fort problème de financement dans cette partie-là. Donc il y a aussi une nécessité économique à tourner la page du Covid et à renormaliser la situation, à la fois pour la production, et donc la capacité à exporter, et aussi pour la consommation. Voilà donc pour les grands thèmes qui font bouger les marchés. Du coup, vous voyez quoi pour cette fin d'année? Est-ce qu'il y a encore un rallye possible ou est-ce que c'est celui qu'on a évoqué en début de propos? Il faut rester inchangé, il faut faire un petit peu d'habillage. Enfin, on a déjà eu quand même depuis 1 mois et demi une très forte revalorisation qui s'est faite sur les marchés. Donc le rallye a déjà eu lieu. Donc globalement, on a intégré une grosse partie des bonnes nouvelles et de la santé actuelle des entreprises. On va dire que le scénario un petit peu central, consensuel de marché, c'est plutôt pour une récession faible sur l'année 2023, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et d'ailleurs, quand on regarde les niveaux de valorisation aux États-Unis aujourd'hui, ils sont encore relativement élevés, avec des attentes de résultats pour les entreprises qui sont assez élevées. Donc, on ne voit pas tellement comment on pourrait avoir un scénario s'améliorant sur cette partie-là et donc engendrer une patte de hausse supplémentaire. En Europe, la situation est un petit peu différente. Il y a encore dans le marché, notamment les entreprises cycliques, si on regarde le secteur bancaire, le secteur automobile, etc., qui jouissent de valorisations très faibles parce qu'on estime que leur profitabilité actuelle ne sera pas tenable, notamment avec une entrée en récession. Et peut-être qu'ils ont leur épingle à tirer, dans un contexte qui pourrait être moins adverse que prévu l'année prochaine, à plus de résilience économique, des valorisations très basses et donc un fort potentiel de hausse. Après, à court terme, vous l'avez dit tout à l'heure, la grosse semaine, c'est la semaine prochaine, toute la partie inflation et banque centrale avec un certain nombre de news flow qui va redonner un petit peu la toile pour l'entrée en 2023.
On a vu récemment une forte baisse des taux, une inversion des courbes en Europe comme aux États-Unis, etc. On peut avoir un petit peu de volatilité, notamment en Europe, après les annonces de la BCE et le fort rebond des marchés actions. Donc on a probablement déjà encaissé une grosse partie de cette hausse. Et la prochaine étape qui donnera de la visibilité pour nous, c'est à partir de la deuxième quinzaine du mois de janvier, les résultats annuels des entreprises et surtout les guidance qui seront donnés pour 2023 et comment elles vont anticiper cette année qui est assez peu lisible. Ça veut dire que son portefeuille, il faut le garder tel quel. Enfin, je veux dire, faut pas refaire de grands balancements pendant la trêve des confiseurs. On reste comme ça et puis on attend de voir un petit peu justement ce que nous diront les publications de résultats. Alors les publications de résultats, de toute façon, quand on investit dans les entreprises, ça reste le nerf de la guerre, avec en face l'environnement à la fois économique et monétaire qui jugule tout ça. Sur l'environnement monétaire, ce qu'on comprend, c'est que les banques centrales, aujourd'hui, on a eu quelques nouvelles positives depuis 1 mois et demi sur l'inflation, donc ça a plutôt joué favorablement pour les marchés, mais peut-être trop, enfin les marchés ont été peut-être trop optimistes sur cet aspect-là. Et entre-temps, sur l'aspect micro, on va avoir très peu de news flow pendant le mois à venir, au moins jusqu'au 15 ou au 20 janvier. Donc il y aura peu de ce côté-là, à la fois de nouvelles positives ou négatives provenant des marchés. C'est surtout l'environnement monétaire et l'environnement économique qui vont driver la tendance. Juste une petite question ou deux accessoires. Les cryptos et leur crise, et cette nouvelle crise, on va dire, qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Est-ce que ça vous amuse? Est-ce que ça vous indiffère? Est-ce que ça vous inquiète? Voilà, tout ce qui tourne autour de FTX. Alors, la première chose, c'est que ça ne nous impacte pas. C'est absolument pas systémique, ça reste un épiphénomène, etc. Bon. Ça, c'est le côté rassurant. C'est le côté rassurant et on voit quand même que on parle vraiment de deux choses différentes et que ça n'a rien à voir avec le plan économique classique. La deuxième chose, non, ça nous indiffère pas parce que on est toujours curieux de comprendre ce qui se passe dans notre environnement. En revanche, ça montre quand même la fragilité et que certaines croyances, enfin les croyances de certains qui pouvaient être dures comme fer sur le fait que ça allait remplacer, etc. On sent quand même bien que le niveau de maturité, le niveau de solidité, le niveau de robustesse, on n'est clairement pas aujourd'hui dans un système alternatif. Et du coup, je pense que ça ouvre aussi le sujet des monnaies, des devises virtuelles ou des devises plus digitalisées pour les banques centrales, de dire voilà, il y a peut-être un besoin, il y a peut-être quelque chose à développer, mais de manière beaucoup plus robuste et qualitative que ce qui est offert jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup Stanislas de Baillencourt, donc Sycomore AM qui nous accompagnait ce matin dans l'œil du stratège pour mieux comprendre tout ce qui sous-tend la tendance.